Bonjour à toutes et à tous. Donc le 10 juillet 2016 dernier, la Cité de la Tapisserie ouvrait ses portes dans le bâtiment transformé de l'ancienne École nationale des arts décoratifs, dite ENAD. Donc l'ENAD, qui a été construite en 1968, accueillait jusqu'en 1990 la formation des élèves lycées avant d'être fermée définitivement en 2010. Bâtiment emblématique de la ville, il constituait l'emplacement idéal pour accueillir le nouvel équipement. Ainsi, après l'inscription du savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2009, l'idée d'une cité de la tapisserie s'est dessinée. Le projet est nommé Cité de la tapisserie et non pas seulement musée, car il recouvre plusieurs missions complémentaires. Donc la formation des lissiers, tout d'abord, la valorisation de l'ensemble de la filière de la production de la tapisserie, allant du travail des artistes, des peintres cartonniers, des teinturiers, des lissiers ou encore des restaurateurs. Cette mise en valeur, elle passe par ailleurs par un volet de modernisation avec la mise en place depuis 2010 d'appels à projets annuels de création contemporaine permettant à des artistes ou des designers internationaux de produire une œuvre tissée dont la réalisation doit être aubussonnaise. Donc là, vous avez quelques exemples. Vous avez les derniers appels à projets qui ont été produits. Il y a aussi une des missions, c'est la connaissance et la documentation, avec la création d'un centre de ressources documentaires, qui est sans doute aujourd'hui un des plus importants centres de ressources documentaires sur la tapisserie d'Aubusson, en tout cas au niveau européen. Et donc vous avez ici une image du centre de documentation. Et évidemment, le volet muséal, qui a donc pour mission de conserver et mettre en valeur des collections représentatives de 5 siècles de savoir-faire textile à Aubusson. En effet, les Aubussonnais ne s'étaient dotés que tardivement d'un musée départemental, inaugurant en 1981 le Centre culturel et artistique Jean Lurçat. Alors, c'est un musée qui a été ouvert sans collection. Les œuvres et le public ont été quand même rapidement à l'étroit. L'objectif de la Cité de la Tapisserie était donc également d'offrir à ce patrimoine un nouvel écrin, tout en assurant sa préservation et sa diffusion. Pour la réalisation de ce projet, il a été fait appel à 4 diplômés du master de conservation préventive, ainsi qu'une promotion entière pour un chantier école, et une étudiante lors de son travail de mémoire. Et donc c'est sur ce lien entre ouverture de musée, projet patrimonial et conservation préventive que nous nous concentrons aujourd'hui, et je laisse Anaïs continuer. C'est bon. En 2010, le projet de Cité internationale de la tapisserie est lancé et s'accompagne de l'arrivée d'un nouveau conservateur, Bruno Itier, qui se retrouve donc face à une collection dont il souhaite faire l'état des lieux. En effet, la future collection de la Cité internationale de la tapisserie provient de différentes institutions. Il s'agit d'abord d'intégrer la collection du musée départemental, qui s'est enrichie beaucoup depuis l'ouverture, et qui compte en 2010 250 tapisseries, 5000 arts graphiques, 14 000 cartons de tapisserie et des pièces de mobilier et une collection technique. Par ailleurs, la Cité internationale de la tapisserie intègre également la collection de l'École nationale d'art décoratif, qui fait l'objet d'un dépôt de l'État, et qui est constituée de 130 tapisseries, 5000 travaux d'élèves, 800 cartons de tapisserie, ainsi que du mobilier tissé et une collection de matériel pédagogique. Enfin, à l'époque, se pose la question de l'intégration de la collection municipale qui deviendra un dépôt de la ville, qui est constitué de 140 tapisseries ou fragments de tapisserie, et sachant qu'à l'heure actuelle, ce dépôt n'est pas encore effectif. Le conservateur est donc forcé de constater qu'il se trouve face à des collections qui sont dispersées, dont l'inventaire n'est pas à jour, qui n'a pas d'outils de gestion informatisés et dont les œuvres présentent des conditions de conservation dommageables. Ainsi, au printemps 2011, il choisit de faire appel au master de conservation préventive qui va y faire son traditionnel chantier-école annuel pendant 3 jours, avec 3 objectifs principaux. L'évaluation du nombre d'œuvres, et d'ailleurs les chiffres que je vous ai donnés proviennent de ce travail,
l'évaluation des surfaces nécessaires à la conservation de l'ensemble de la collection et la vérification de la possibilité de les installer dans le bâtiment de l'ENAD qui a déjà été choisi à cette date-là. Et enfin, de proposer des solutions à court terme à mettre en place pour améliorer les conditions de conservation avant l'intégration dans le nouveau musée. Le diagnostic du chantier école est globalement négatif. Il souligne d'abord un manque de conditionnement. En effet, les tapisseries sont roulées sans mandrin, les cartons sont stockés de façon verticale dans des cartons acides, les arts graphiques sont conditionnés dans des cartons à dessin rangés verticalement, tout cela occasionnant des écrasements, des plis, des déchirures, de l'empoussièrement, etc. Par ailleurs, le chantier école souligne un autre problème qui est structurel autour de la réserve du centre culturel Jean Lurçat. Si bien entendu il est louable d'avoir prévu une réserve alors qu'à l'origine il n'y avait aucune collection, cette pièce est très largement sous-dimensionnée. Elle ne mesure que 130 m² au sol et présente une géométrie complexe que vous voyez qui est marquée en rouge avec 9 pans de mur. Dans les années 90, on construit une mezzanine qui est ici montrée en pointillé, qui permet d'optimiser le volume de stockage, mais l'espace reste tout de même trop restreint pour permettre une gestion satisfaisante de la collection. En plus, il s'agit du seul espace disponible dans le musée, ce qui fait qu'outre la collection patrimoniale, ils sont également stockés du mobilier muséographique, du matériel technique, des produits d'entretien. Pour vous donner une idée du sous-dimensionnement de cette réserve, le master a évalué à entre 1700 et 2000 m² les besoins de surface pour stocker cette collection. Le conservateur reçoit donc les 3 rapports rendus par la promotion 2010-2011. Et quelques mois plus tard, il décide de recruter une chargée de mission spécialiste en conservation préventive pour faire la part des choses entre ces différentes propositions et les mettre en œuvre. Donc c'est moi qui ai eu la chance d'être recrutée. Dans un premier temps, j'ai travaillé à la définition des conditionnements les plus pertinents en fonction des contraintes spatiales et budgétaires, sachant que le choix s'est porté tout de suite sur des conditionnements qui seraient définitifs et qui pourraient servir autant au déménagement de la collection qu'au stockage dans les nouvelles réserves. Alors je vous donne 2 exemples pour les tapisseries. Du coup, on a choisi de les rouler sur des tubes en carton rigide et de les emballer ensuite avec du Tyvek. Pour les œuvres de plus petite taille, on a choisi des boîtes, donc soit en polypropylène cannelé, soit en carton neutre. C'est aussi à cette date-là qu'on a commencé un chantier des collections qui s'est déroulé sur plusieurs années. Il a commencé en 2012 par la collection du musée et ça s'est fait en parallèle du récollement qui a été externalisé. Et à partir de 2013, on s'est attaqué aux collections de l'École nationale d'art décoratif. Enfin, on a travaillé également à la réorganisation de la réserve, dans la limite de ce qui était possible au vu de la taille et de la géométrie de la pièce, avec l'aménagement d'un espace spécifique pour le matériel technique, mais également l'achat de mobilier de stockage, donc des étagères pour des bacs gerbables, des étagères beaucoup plus denses pour le stockage des arts graphiques, et enfin l'achat de 2 cantilevers pour augmenter la surface de stockage pour les tapisseries, sachant que ces achats sont restés insuffisants, et vous le voyez sur la photo, on a encore un irréductible tas de tapisseries qui ne trouvent pas de place sur les meubles. La question du traitement des cartons de tapisserie a été volontairement laissée de côté dans un premier temps, et leur évolution a été confiée à une étudiante du master qui a fait son stage de fin d'études là-dessus, qui est dans la salle, Julienne Sang. En effet, c'est un fonds qui présente de nombreuses contraintes. Par leur quantité et leur taille, ils demandent beaucoup de temps de traitement et des surfaces de stockage très importantes. Et leur état de conservation est souvent très mauvais dû à l'usage qu'ils remplissaient dans les manufactures de tapisserie.
Ainsi, Julienne est arrivée à la conclusion qu'il fallait 65 mois d'un chantier de collection et qu'il fallait également 500 mètres carrés d'espace pour les stocker. Enfin, une autre mission qui me tenait particulièrement à cœur était de former l'équipe au principe de la conservation préventive, notamment pour leur expliquer les raisons de la mise en place de tous ces nouveaux protocoles qui bousculaient un peu leur quotidien. Parallèlement à ce travail réalisé en interne, la maîtrise d'œuvre de la future Cité internationale de la tapisserie a fait appel à une consultante en conservation préventive pour repartir sur de bonnes bases dans le nouveau bâtiment. Ce bâtiment que je vous présente rapidement, donc construit en 1968 par Robert Danis, qui est un élève de Le Corbusier. Cet édifice présente une forte contrainte architecturale qui est une structure en poteau-poutre de 4 mètres de côté. Autant vous dire que l'accrochage de tapisserie monumentale est impossible dans un espace tel quel. L'agence lauréate du concours, l'agence Terre-Neuve Architecte, propose un projet dont la philosophie est d'être le plus fidèle au bâtiment d'origine. Et donc, il propose de reprendre en sous-œuvre une des ailes du bâtiment pour en faire ce qui deviendra la nef des tentures, un espace de 600 mètres carrés au sol et de 8 mètres de hauteur sous plafond, que vous voyez ici avant et après l'accrochage. Concernant les réserves, face aux résultats de l'évaluation du chantier école qui ont été confirmés par l'étude de conservation et face à la grande inconnue que représente la gestion et la conservation des collections de carton, l'équipe a décidé de scinder les réserves dans les deux phases déjà prévues pour le bâtiment. Les besoins de réserve lors de la première phase sont estimés à 450 mètres carrés. Le projet architectural d'origine prévoit que les réserves soient installées dans une extension construite au nord-est du bâtiment, au niveau le plus bas, que vous voyez ici entouré en rouge. Mais pour des raisons financières, cette extension a dû être abandonnée et les réserves se retrouvent donc dans 3 salles réparties sur 2 niveaux du bâtiment. Au niveau supérieur, on trouve la réserve la plus grande, qui est reliée aux autres niveaux par un monte-charge, où on ne peut faire rentrer que des œuvres de moins de 3,80 m de long. Donc c'est en fonction de cette contrainte que la répartition des collections s'est effectuée. Et donc cette pièce est entièrement équipée de cantilevers. Au niveau inférieur, on trouve 2 réserves, une de 75 mètres carrés et une autre de 93 mètres carrés. Et enfin, on trouve également un 4e espace de conservation appelé salle de soins, qui peut servir de zone de transit, zone de travail pour l'inventaire, espace de restauration, zone de quarantaine, etc. Pour l'aménagement des réserves, l'étude de programmation avait déjà proposé une première définition du mobilier de stockage. Ces propositions ont été régulièrement revues pour s'ajuster au plus près aux espaces de conservation et à la collection, au fur et à mesure que l'inventaire précisait les données, selon 2 contraintes importantes, la surface et le budget qui étaient très limités. Le plan d'implantation a été défini pour optimiser au maximum les espaces de réserve, mais seuls les meubles nécessaires au stockage des œuvres déjà présentes dans la collection ont été achetés. Donc vous le voyez, les réserves sont maintenant opérationnelles, mais toujours vides. Donc je passe la parole à Anne-Lise pour vous expliquer comment elle a organisé le déménagement des collections. Alors effectivement, moi j'ai pris la suite d'Anaïs à Aubusson et j'étais en charge du déménagement des collections vers la future cité. Et grâce à déjà tout ce qui avait été fait en amont, on a pu utiliser les méthodes de la conservation préventive pour mener à bien ce déménagement. Donc là c'est une petite... Ça a été communiqué comme ça avec des cartons par-dessus la tête. C'était assez effrayant au départ. Tout comme l'intégration d'un plan de conservation préventive à l'échelle du musée, qui demande un plan d'action global et à long terme, le déménagement des collections, c'est à l'échelle d'un événement, mais ça requiert une méthodologie qui est similaire à l'application, et donc ça requiert un processus, un travail de planification, d'anticipation, de gestion, de mise en œuvre.
Et ces différentes méthodes ont guidé et rendu possible le déménagement des collections à Aubusson. Donc avant toute action, on a défini un objectif afin de nous donner les contours du chantier qui nous attendait. Donc l'objectif de ce transfert des collections était donc d'intégrer les œuvres tissées, les œuvres graphiques de petit et moyen format, ainsi que le mobilier tapissé et technique dans le nouveau bâtiment de la Cité de la Tapisserie, tant en exposition qu'en réserve. De cet objectif principal en découlaient plusieurs autres, je dirais intermédiaires ou inhérents. Réaliser un chantier des collections incluant le récollement et le conditionnement des œuvres, à la fois pour le transfert et leur stockage futur. Donner aux œuvres de meilleures conditions de conservation et d'exposition. Et également de permettre au personnel en charge de la gestion physique des œuvres une accessibilité plus grande et plus aisée des collections. Donc il fallait passer de cette situation, donc c'était les réserves au centre Jean Lurçat, à celle-ci, donc, que vous avez déjà un petit peu aperçue. À partir de cet objectif, nous avons planifié les différentes étapes de ce déménagement en tenant compte à la fois des contraintes temporelles, des besoins et des moyens à notre disposition, humains, matériels, budgétaires. Et à partir de ces 3 critères, nous avons élaboré un plan d'action, une sorte de guide pour la bonne réalisation du transfert. Donc, pour vous donner un exemple, nous avions besoin d'espace pour réaliser ce chantier des collections. Et évidemment, nous n'avions pas ces espaces disponibles dans le centre Jean Lurçat. Il a donc été décidé de fermer par anticipation le musée pour profiter des salles d'exposition et également du personnel disponible pour réaliser ce chantier. Et voilà à quoi pouvait ressembler une des salles d'exposition de l'ancien musée pendant le chantier. Je vais vite alors. Donc le transfert des collections, ça représente forcément des opérations qui engendrent des risques nouveaux et ou supplémentaires pour les collections, à cause des nombreux mouvements que cela impose, l'intervention des acteurs variés, les personnels, déménageurs, architectes, scénographes, restaurateurs, etc. Et également le changement d'environnement de conservation, qui sont autant d'éléments donc, qui peuvent mettre en péril la bonne conservation des œuvres. Il a donc été nécessaire, avant de commencer, de les identifier et d'essayer de les limiter par l'anticipation, donc par exemple la connaissance des climats au départ et à l'arrivée des œuvres, la traçabilité pendant le transfert, voilà, je vais vite, et aussi par la mise en place de protocoles qui permettent une harmonisation des pratiques des différents acteurs. Une fois que nous avions réalisé toutes ces étapes, on a pu démarrer le déménagement en janvier 2016. Toutes les opérations qui ont été effectuées en interne ont posé peu de difficultés parce qu'on avait justement fait cette préparation. Il y a un petit écueil, c'était la réévaluation au fil du chantier du nombre d'œuvres et qui du coup impactait sur les besoins en mobilier. La partie la plus périlleuse était évidemment le transfert des œuvres à proprement parler, dont la réalisation elle était sujette à multiples acteurs extérieurs et à des contraintes qui étaient parfois handicapantes. Comme par exemple des retards de livraison de bâtiments, des contraintes architecturales ou des surprises architecturales pour lesquelles nous n'étions pas au courant, et des mises en route tardives de systèmes de sécurité ou d'équipements climatiques. Néanmoins, malgré ces difficultés, grâce à l'application des méthodes, l'objectif a été atteint, les œuvres ont été transférées sans perte ni altération, elles sont aujourd'hui conservées dans des conditions de conservation adéquates, et leur accessibilité a été améliorée tant pour leur gestion, leur connaissance et leur diffusion. Donc avant de conclure, je vais essayer d'être très rapide, on voulait quand même vous présenter 2 améliorations spécifiques qui ont été possibles grâce à ce projet, rapidement. Donc il y a le nouveau système d'accrochage, je sais que certaines personnes l'ont vu. Donc c'est un système mécanique de levage qui diminue le nombre de manipulations. Je vous montre juste une vidéo, j'espère que ça... Voilà. Regardez au fond. Voilà, donc ça c'est avec une manivelle et un câble métallique. Donc c'est extrêmement facile de monter une tapisserie avec ça. Et le deuxième système qui est donc à peu près similaire, je ne sais pas si ça marche. Voilà, vous allez voir, c'est pas là, c'est avec un cordage qu'il faut tirer et ensuite accrocher sur. Voilà. Et on a pu aussi, ça c'est une grande amélioration à Aubusson, établir un plan de sauvegarde des œuvres en relation avec les sapeurs-pompiers. Du coup, je vous passe le détail de comment nous l'avons fait. Ça s'est réalisé comme ça, avec des fiches, avec des localisations dans les espaces d'exposition et une fiche pour chaque œuvre concernée, avec un visuel des dimensions, le système d'accrochage et l'outil permettant de faire descendre la tapisserie.
Donc pour conclure, comme nous sommes aujourd'hui à pratiquement un an post-ouverture de la Cité, et en guise de conclusion, il nous a paru pertinent de demander un retour d'expérience à l'équipe de la Cité qui a œuvré pour ce projet et qui utilise aujourd'hui le bâtiment. Alors, on est obligé quand même de parler de quelques limites avant de donner les points positifs. La principale limite pendant le chantier architectural, c'était le manque de communication et de transmission de l'information, ce qui a occasionné, par exemple, des passages de gaines dans des réserves, impactant à la fois les mobiliers et la conservation. Il y a aussi une limite des espaces contraints, c'est-à-dire que c'est quand même une réhabilitation d'un bâtiment existant, donc on ne pousse pas les murs, et donc c'est une limite pour l'accroissement des collections qui aujourd'hui ne peuvent pas entrer dans les réserves, et c'est aussi des choix de stockage qui du coup privilégient les hauteurs, et pour des tapisseries qui sont à 3 mètres, les manipulations deviennent compliquées. Et ça, on tenait absolument à le préciser, Anaïs en a un petit peu parlé. C'est comme dans beaucoup de chantiers, je crois, le volet conservation qui a été amputé pour des raisons budgétaires, parce qu'évidemment, ça ne se voit pas, ni du public, ni du politique, donc il n'y a pas de problème pour l'amputer au niveau des décisions. Mais, dans l'ensemble, l'ensemble du projet est un projet réussi, les solutions retenues sont adaptées, les espaces d'exposition et de conservation ont été multipliés par 3, et associé à toutes ces méthodes et outils de conservation préventive, ça a permis d'obtenir un outil qui est performant pour la valorisation de la tapisserie d'Aubusson. Merci de votre attention.